Jérôme, juste pour vous demander peut-être de nous dire à grands traits ce qui se cache derrière la notion de privacy by design. Et messieurs, je vous réinterrogerai pour savoir comment on fait pour se mettre en état de l'atteindre et de satisfaire à ces nouvelles obligations. La privacy by design, c'est vraiment le concept clé du règlement. C'est-à-dire que la conception des offres et des produits doit intégrer, avant leur lancement sur le marché, la problématique de vie privée pour y répondre. Donc, quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, les opérateurs doivent intégrer les problématiques de données personnelles des utilisateurs, se mettre à leur place et considérer de manière obligatoire que ça correspond à une demande des clients et qu'il faut vraiment se baser pour répondre à cette attente. Quelqu'un peut nous donner les étapes habituelles d'un processus de mise en conformité ? Ou intervenir sur… Je voulais déjà rebondir sur le privacy by design. Ça va être compliqué, on a déjà du mal dans l'industrie et dans l'opérationnel à faire du security by design. Pour moi, privacy by design, c'est encore un cran au-dessus en termes d'exigence. Donc, Et en même temps, oui, parce que justement, le privacy by design ne se résume pas à le security by design. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de prise en compte des inquiétudes des utilisateurs pour essayer de maximiser un petit peu le respect de la vie privée. Non, c'est pas simple et ça nécessite beaucoup d'évangélisation pour faire prendre conscience de la hauteur des enjeux. Je pense qu'après, il y a aussi des choses positives. On va essayer d'être un petit peu optimiste. Mais tout ça est très positif, parce qu'on vise à mieux protéger les personnes. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, comme le Software Defined Architecture, qui sont aussi une façon de segmenter le control plane, le data plane et le log plane aussi, qui vont permettre aussi d'avancer sur le traitement de la donnée, en la séparant, en la segmentant et en confiant finalement l'accès à ces différents planes de la donnée à la personne relevante en fonction de son rôle au sein de l'entreprise. Donc finalement, on a certes des risques qui sont avérés à travers la cloudification, la mobilité des utilisateurs, la perméabilité de l'univers personnel et professionnel, mais on a aussi en même temps finalement un vecteur d'amélioration technique de nos designs, de nos applications, de nos réseaux, de nos infrastructures, qui fait qu'on doit pouvoir mieux séparer, mieux traiter la donnée en fonction de comment on l'aura analysée au départ, comme vous faisiez. C'est tout à fait ça. Et quelque part, l'analyse des risques, une fois qu'on a analysé le risque, on a presque la route pour pouvoir le supprimer, en fait. Et c'est vraiment ça le privacy by design. En identifiant les risques, on les résout et ainsi on est en conformité en ayant toujours eu ce souci. Pour y parvenir, il faut néanmoins quelqu'un qui, à l'intérieur de l'entreprise, porte ces sujets, porte la responsabilité et porte finalement la prise de décision. Est-ce que ces fonctions-là existent? Est-ce qu'elles sont identifiées ou est-ce qu'elles sont encore massivement à naître? Alors effectivement, elles ont été donc identifiées. Donc c'est ce qu'on appelle donc en anglais le DPO, le Data Privacy Officer, qui est une sorte de RSSI pour la donnée personnelle. En fait, pour répondre à ça, je dirais la démarche elle repose un peu comme pour mettre en place et sécuriser un système d'information ou les données de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est d'abord faire effectivement une analyse de risque, ce qui est préconisé dans la 27001, de voir quels sont les risques et quels sont les enjeux encourus pour l'entreprise. Et puis ensuite, d'en découler donc un plan d'action, un schéma directeur étalé dans le temps avec une démarche afin de savoir effectivement qu'est-ce qui est le plus important à protéger dans le plus court terme, et puis de voir aussi par rapport à l'architecture, par rapport où sont situées ces données, par rapport au design, qu'est-ce qui est en place aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie technologique, donc on peut voir, c'est les droits d'accès, c'est les applications qui me permettent donc effectivement de gérer ça. Ça va être également aussi en fonction des technologies, également pour protéger aussi donc ces données, pour éviter des attaques de différents types. Il y a toute la problématique des logs qui est encore à part entière, donc une vraie problématique. Et puis ensuite, effectivement, c'est de dérouler tout ça. Et puis, dans toute analyse de risque, parfois il y a des limites à la technologie.
Et même si aujourd'hui les produits, comme vous le citiez, donc, évoluent bien et commencent à être de plus en plus performants pour pouvoir protéger les données, cependant parfois on peut s'apercevoir que aucune technologie peut permettre de le faire ou par rapport à l'entreprise c'est impossible de le faire. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas mettre en place une dérogation, sans quoi on n'est plus du tout dans la RGPD et on n'est plus conforme. Et dans ces cas-là, c'est de dire, voilà, on va le faire autrement. Donc c'est aussi peut-être dans Privacy by Design, c'est de dire, on va traiter les données d'une autre façon, ou alors on va revoir les procédures ou les processus. Et pour l'instant, moi je ne l'ai pas encore rencontré, etc., mais je pense que ça pourra arriver, ou de dire carrément, ce type de traitement comme on le faisait auparavant, c'est plus possible aujourd'hui. Okay. Rapidement, messieurs, parce qu'on va aller lentement mais résolument vers notre conclusion. Bien sûr. Je voulais rebondir sur ton exemple, Patrick, qui est bon, mais qui, je pense, va commencer à trouver ses limites. La 27001, quand on veut se faire certifier 27001, on définit soi-même son périmètre de certification. Là, ce n'est pas le cas. Le règlement impose, s'applique. Et ensuite, la 27001, si on échoue dans son amélioration permanente, on perd son certificat. Ça peut être très dommageable en termes d'image de marque, effectivement. Selon le marché, ça peut être effectivement impactant. Là, on a une obligation de résultat face au règlement européen. Donc, on n'est pas aussi à l'aise pour traiter une certification 27001 et un maintien dans le temps qu'une. Ouais, je pense qu'on change de paradigme. C'est un très bon premier pas et cas d'école pour mettre en place une gouvernance, mettre en place des processus de la technologie. Mais je pense que ça va toucher ses limites donc en mai 2018. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que dans la 27001, on peut aussi avoir des dérogations. Alors que là, effectivement, il n'y en a pas. Et effectivement, même si c'est assez brutal, c'est qu'il y a des traitements qui vont être amenés à disparaître. Ça. Ou sinon, il faudra se défendre, en fait, et se justifier de sa propre interprétation de la norme. Fabien, vous souhaitiez aussi intervenir sur ce point. Oui, je voulais juste partager notre expérience, pour le coup, sur le profil de ce DPO, de ce responsable en charge de la gestion des données à caractère personnel. Chez nous, on s'est posé la question effectivement de quel était le meilleur profil. Et en fait, on a pris une personne qui avait plus qu'un bagage juridique, vu que c'était la personne qui, chez nous, gérait l'ensemble des contrats. Donc elle se retrouvait à la fois au croisement d'une bonne connaissance de notre métier, mais également de l'hétérogénéité des métiers de nos clients, pour voir comment ces principes-là pouvaient se mettre en place. Donc c'est cette personne-là qui est aujourd'hui basée en Angleterre, donc qui a de tout temps une visibilité européenne, et c'est peut-être un axe de réflexion. Je sais qu'il y a des débats sur savoir si le DPO doit être interne ou externe, mais c'est vrai que nous, ça a été ce jugement-là qui a été fait à un moment donné, ce choix qui a été fait de ce profil-là pour justement traiter le sujet. Parfait. Merci à tous. Juste avant de faire un petit wrap-up de conclusion, je crois qu'on a vu de quoi on parlait, je l'espère en tout cas, quels étaient les enjeux, quels étaient les niveaux de pénalité associés à un manquement à ces obligations actuelles, mais on sait que le D-Day est désormais dans un an. On a à grands traits esquissé les axes d'une méthode d'entreprise. Tout ne passe pas par le technique, il y a du juridique, il y a de l'organisationnel, il y a de l'éducation, y compris des personnels concernés. Et j'ai envie de vous poser la question en conclusion et succinctement, parce que je crois que le temps qui nous était imparti s'approche dangereusement de son terme. Dans nos métiers, on aime bien faire des contraintes une opportunité. Est-ce que vous voyez à travers le règlement général de la protection des données des opportunités et si oui, lesquelles? En conclusion et rapidement. D'un point de vue technologique, puisque c'est le cœur de métier de Trade Micro, on voit beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Le sujet technique sera quelque part le dernier sujet à traiter. L'erreur serait de commencer par un traitement technique de la mise en conformité. Mais on voit par exemple revenir sur le premier plan des problématiques de chiffrement, parce que ça reste un bon vecteur de protection, y compris pour une donnée qui fuite. Si elle est chiffrée, elle est juste inutilisable. Donc on limite vraiment très fortement l'impact de cette intrusion informatique. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a évidemment, bien entendu, et premièrement, lutter contre les intrusions informatiques qui sont la première étape d'une exfiltration de données. D'accord. Fabien, des opportunités? Oui, alors pour ma part, sur notre métier, je vois trois opportunités clairement définies. C'est qu'on a beaucoup de clients, comme je le disais tout à l'heure, internationaux, qui lorsqu'ils arrivaient en Europe, généralement, on l'a expliqué aussi, avaient plutôt tendance à aller en Allemagne, parce que lorsque ces éléments
de sécurité des données privées était sensible, l'Allemagne étant plus en avance, effectivement ça allait un petit peu par défaut dans le pays. Là, ça a tendance complètement à standardiser le process, donc de ce fait, la France prend certainement une place et un avantage à tirer du sujet. L'autre sujet, c'est que bien que le règlement ne le précise pas, nous, on observe beaucoup d'entreprises qui portent cette problématique, ce sujet, considérer l'hébergement dans le pays des données comme un premier élément facilitant l'adressage du règlement. Donc nous, étant hébergeurs, on voit un certain nombre d'acteurs qui, par le passé, délivraient leurs services depuis un seul et même pays, multiplier leurs points de présence en Europe. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et le troisième point, c'est que justement, un data center, c'est de l'Internet. Donc tous les sujets qui sont liés à l'IoT, qui sont liés à l'e-payment, sont des sujets très importants aujourd'hui. Je pense que sur ces problématiques d'IoT et d'e-payment qui sont très compliquées à appréhender, l'application du règlement devrait clarifier un petit peu la situation pour les différents acteurs et créer des opportunités, pour le coup, d'hébergement, je parle pour ma chapelle, assez intéressantes. Donner un cadre d'ensemble sur lequel se poser et se reposer. Exactement. Messieurs, d'autres interventions ? Je vais peut-être faire écho à ce que disait mon collègue tout à l'heure. En effet, il y a le besoin d'aller protéger l'entreprise. Ça me paraît fondamental. On est à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle. On a vu ce que ça a donné. On avait des doutes sur savoir si les attaques des élections présidentielles américaines, ça allait se passer en Europe. On a vu que finalement, ça allait se passer. On a le besoin de sécuriser l'entreprise et on a à la fois la complexité que l'entreprise est de plus en plus ouverte sur le monde extérieur. Et finalement, est-ce que le bon concept, c'est d'aller protéger le périmètre sécuritaire de l'entreprise ou c'est de sécuriser l'utilisateur de l'entreprise, l'utilisateur qui est multiple, qui est certes au bureau, mais qui est en train de visiter son client au Starbucks à côté, en train de prendre un café à la maison, dans les aéroports. C'est l'ensemble de cette donnée de l'entreprise qui est mobile, de plus en plus, qui va à l'extérieur dans des data centers, par exemple ceux de Fabien qui hébergent les grandes plateformes de cloud. Comment je fais pour avoir une visibilité de l'ensemble de mes flux? Comment je fais pour avoir une inspection de l'ensemble de ces flux? Parce qu'en effet, je peux chiffrer pour éviter l'exfiltration de la donnée, mais de l'autre côté, il y a les attaquants qui vont aussi envoyer du phishing à travers des liens SSL. Comment je fais pour inspecter ce trafic-là pour être sûr qu'il n'y ait pas de malware? Donc on voit que le monde se complexifie quand même beaucoup et c'est des opportunités pour les acteurs de la sécurité, c'est sûr. Donc messieurs, merci de vos apports. Je crois qu'on a compris qu'il y avait un cadre, il était de plus en plus prescriptif. Il a vocation à protéger autant les entreprises que les citoyens que nous sommes tous. Et en tant que tel, il est aussi le socle d'un réservoir d'opportunités variées dans différents métiers que vous avez bien voulu représenter autour de cette table ronde. Merci de vos apports et à très bientôt.